Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le 3e épisode de cette 2e saison de Green White Checker, dont vous retrouve pour un programme plutôt mouvementé, pimenté même, avec ce qui s'est passé dans notre tournée verstappenienne. On vous parlait lors du dernier épisode de cette sainte trinité que devait marquer Verstappen en F1 avec les Pays-Bas, la Belgique et l'Italie. Ça s'est pas passé comme prévu, c'est le moins qu'on puisse dire. On en parlera dans un instant avec LFB. On va revenir aussi sur la partie internationale, le WRC en Grèce, l'IndyCar à Portland, et on vous donnera évidemment un petit mot en troisième partie, dans la partie Checkered, qui conclura ce podcast. Un mot pour LFB sur le Supercars, et moi je vous ferai un point sur le BTCC. Mais avant tout ça, bienvenue LFB, comment vas-tu ? Bonjour Maxime, bonjour à tous. Alors, je vais très très bien après un week-end très dense effectivement en matière de sport mécanique, dont on va en parler. Et donc, bah oui, on a eu donc un nouvel accrochage entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Et je suppose que ça va nourrir notre débat du jour, même si tu veux m'interroger sur la course sprint, je suis prêt à te répondre. Si tu veux qu'on revienne un peu sur le Grand Prix des Pays-Bas, là aussi, il y a 2-3 petites choses à dire. Je vais te suivre et je suis sûr qu'on va avoir de quoi dire. Oui, on va reprendre tout ça dans l'ordre chronologique avec la première des 3 parties de ce podcast qui, on vous le rappelle, est aussi disponible sur Motor Racing TV ainsi que les connectés Samsung et les mobiles Huawei. Pour ceux qui nous regardent là-bas, soyez également les bienvenus, ainsi qu'en podcast audio sur le site de l'Afterlap. On ne perd pas une minute, LFB, drapeau vert, c'est parti, direction Zandvoort. Nous allons attaquer cette partie F1 qui sera un beau morceau, je pense, du podcast du jour, avec tout d'abord un retour sur le Grand Prix des Pays-Bas. La marée Oranje aura eu raison de la côte et de la mer du Nord, avec un Grand Prix qui faisait partie, je le disais, de la tournée verstappenienne. Il fallait absolument, avant la fin de saison, que le pilote néerlandais marque le coup. Ça a été fait plus ou moins bien, avec Spa, où il a une victoire offerte, on va pas se mentir. Zandvoort, ça a été bien plus mérité. Un circuit où les moteurs Mercedes avaient souffert lors des essais libres, ça avait posé beaucoup de questions. Finalement, pas de soucis en course, mais un Lewis Hamilton qui n'était pas forcément directement au contact de son adversaire. Le DRS ayant eu raison de ses espoirs très très vite dans un Grand Prix dominé sans erreur de A à Z par Verstappen avec, tu le mentionneras sans doute, le fameux 12e homme que l'on a évoqué, qui était bien présent ce week-end-là. Oui, non, mais c'est sûr qu'on va arriver très vite à Monza, évidemment, parce que c'est ça l'actu. Mais si on doit revenir sur Zandvoort, 3 choses à dire. On avait dit dans notre premier épisode de cette nouvelle saison de Green White Checkered, avant que la rentrée de F1 soit effective, que Verstappen, après 2 grands prix médiocres au mois de juillet, devait absolument redresser la barre et que sur sa liste était coché forcément Spa et Zandvoort. Parce que quelque part, c'était ses grands prix à domicile. Enfin, forcément, Belgique, Pays-Bas, bon. Il a répondu présent. Alors évidemment, on va pas revenir sur les circonstances qu'on a bien critiquées et à juste titre, je crois, de la farce de Spa. Mais le fait est que c'est pas lui qui a décidé qu'il était le vainqueur, c'est la FIA. Et il a bien récupéré 12,5 points et il est bien considéré à jamais comme le vainqueur du Grand Prix de Belgique 2021. Qui a bien eu lieu. Qui a bien eu lieu officiellement, même si nous, on n'est pas les seuls à penser qu'il n'a jamais eu lieu. Bref. Et puis donc, à Zandvoort, il a enchaîné. Donc c'était la mission, mais la mission sacrée, tu vois ce que je veux dire, parce que et c'est là où je l'ai admiré, honnêtement, parce que la pression populaire, c'est un mot un peu galvaudé, mais il existe ce mot et il correspond à une vraie réalité. On sait que tout le pays s'était mobilisé pour ce rendez-vous. Les tribunes étaient pleines, tout en orange, une ambiance géniale, fabuleuse, une présence, j'ai même appris après, de la famille royale. Non, mais tout ça, mine de rien, la pression sur les épaules du gamin, quoi, parce que je considère encore Verstappen parfois comme un gamin. Il a été impeccable et c'est lui qui a été le patron du week-end. Alors donc bravo, c'était la mission remplie avec un circuit qu'on a tous redécouvert, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que c'était très sympa de venir à Zandvoort après 36 ans d'absence. Moi, je me souviens quand j'étais jeune de Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort avec des freinages limites dans Tarzan, etc. C'était un rendez-vous qui déjà, moi, quand j'étais gamin,
était pas comme les autres. Il y avait une atmosphère très différente à Zandvoort. La mer, la plage, la configuration du circuit. C'était un rendez-vous qui avait vraiment un parfum particulier. Et là, je trouve génial d'avoir rajouté ces 2 bankings. Et le virage 3, tout le monde a été épaté. Hein. Tous ceux qui l'ont découvert, le grand public. C'est vrai qu'à la télé, ça donne une impression de ouf, hein, Maxime. Toi aussi, je suppose. Ah oui, mais c'était unique. Moi, j'avais le souvenir un peu dans l'idée du banking forcément d'Indianapolis ou un petit peu de Shanghai pour vraiment chercher la petite bête. Mais globalement, on a été surpris, comme tu dis, par ce 3e virage. Et les pilotes aussi. On a eu pas mal de sorties dans un endroit où on pensait que ça allait être lent, qu'il n'y avait qu'une trajectoire. Finalement, certains essayaient la trajectoire haute, la trajectoire basse. On croisait. C'était un circuit qui rappelle un petit peu les ovales. Alors, il faut être très mesuré, bien sûr. Mais cette trajectoire, en tout cas aléatoire, pouvait offrir quelques dépassements. On l'a vu avec Alonso, qui a pu s'en servir aussi pour dépasser. Donc, franchement, c'était très intéressant. Maintenant, soyons aussi honnêtes, au-delà de l'image et la marée orange dont on parlait, le spectacle n'a pas été non plus extrêmement au rendez-vous. C'était plutôt un Grand Prix technique, un Grand Prix stratégique, un Grand Prix esthétiquement très réussi au niveau du circuit. Voilà, les aménagements de Zandvoort étaient très bien faits. Le public était venu pour quasi la totalité en transport public, en vélo. Il n'y avait pas d'accès pour les voitures, hormis pour le staff, etc. Donc, un Grand Prix qui a été rondement mené, qui était beau à voir, qui était différent de ce qu'on avait l'habitude de voir les autres dimanches. Donc, rien que pour ça, ça a le mérite d'exister. Maintenant, c'est vrai que c'était pas le Grand Prix avec le plus de dépassements, le plus d'action, le plus de crash, etc. En tout cas, stratégiquement, il y avait quelque chose à faire avec les pneus. Maintenant que Pirelli a une expérience de Grand Prix, on verra pour l'année prochaine ce qui va être décidé en termes de choix de pneus, parce qu'on a été très prudent chez Pirelli avec le banking. On n'avait pas envie d'une blague à la Michelin, ce qui peut se comprendre aussi de la part de Pirelli. Maintenant, quand on voit les résultats du Grand Prix et qu'on voit la suite des conséquences avec Verstappen qui s'impose par défaut, Hamilton qui fait doucement rigoler en disant le public était formidable ce week-end. Bon, tu sens un petit peu de troll, un petit peu de pique. En tout cas, mais il n'a pas été hué. Voilà, on avait énormément critiqué le public néerlandais, que ce soit à Spa ou à Silverstone ou ailleurs, où parfois il y a eu des huées, même à Budapest où ça avait été particulièrement intense. Voilà. Non, j'ai trouvé que Van der Garde a bien calmé le jeu aussi en disant non, mais on va pas huer quand même Hamilton avant qu'il arrive à l'interview. La déclaration d'Hamilton, elle est un peu hypocrite, on va dire ça comme ça. Elle est bien placée. Oui, elle est de communication, mais au moins il le fait. Voilà, on peut pas lui reprocher. Il le fait. Voilà. Et le public a été respectueux avec, je suppose, je veux le croire, et comme ça que je l'ai ressenti, la perception évidente que, bien sûr, Max c'est le chouchou du public, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'y a pas d'adversaire grandiose en face de lui, c'est pas la même chose. Et qu'on le veuille ou non, Hamilton est effectivement un adversaire fabuleux. Donc effectivement, moi j'ai senti une sorte de respect parce que le duel il est beau parce qu'il y a les deux adversaires quoi. Voilà. Et les deux étaient au rendez-vous. On va conclure LFB à la partie Pays-Bas parce que c'est pas tout à fait l'actualité. On y est revenu pour introduire peut-être un petit peu la situation à Monza puisque le 3e acte de cette tournée néerlandaise était donc à Monza, puisqu'on sait que les fans se déplacent partout. Quoique, on a dit qu'on était très impressionné du public néerlandais. Moi, j'ai l'impression, le commentateur belge Gaëtan Vigneron a dit c'était un stade de football. Chaque fois, c'était la pole, c'était un but pour Verstappen. Cette arène, vraiment, de Zandvoort a eu concurrence d'une autre arène mythique en sport auto et en Formule 1. Bien évidemment, Monza, le temple de la vitesse. On glisse vers l'Italie avec ce rendez-vous qui a été attendu par beaucoup de gens avec la question des moteurs, la question aussi de la sécurité, de l'évolution. Que va faire Pierre Gasly après son année exceptionnelle l'année dernière? La deuxième course de sprint de l'histoire de la F1 qui rapportait 3 points au vainqueur, une course qui a eu lieu le samedi. Ça a perturbé aussi pas mal de gens. Il y a eu des questions qui ont été soulevées. La première, je vais te la poser, est-ce que la pole doit être attribuée au pilote qui réalise le meilleur temps Q3, à savoir Valtteri Bottas, ou celui qui s'impose le samedi? Qu'en penses-tu? On va revenir avant vraiment ce Grand Prix et ce clash qui nous occupera quelques minutes sur cette course sprint, cette victoire de Bottas. Heureusement que Bottas a gagné, parce que pour moi, la pole, elle ne doit pas être attribuée à la course sprint, mais bien le vendredi à la fin de la Q3. Qu'est-ce que t'en penses? Non, je serais un peu plus mesuré. Enfin, non, écoute, c'est une sorte de décision réglementaire. À partir du moment où on décide de faire une qualification sprint, mais qui s'appelle toujours qualification et qui est la dernière étape avant le Grand Prix, si les autorités suprêmes ont décidé que c'était le vainqueur de cette course, appelons-la quand même comme ça, qui serait le poleman officiel, moi ça ne me dérange pas, puisque c'est quand même, entre guillemets, la dernière étape avant le Grand Prix.
qu'on le veuille ou non. En revanche, donc là, tu vois, je suis plutôt légaliste, on va dire. Et je défends pas forcément le poleman du vendredi comme devant être le poleman du Grand Prix, puisque, qu'on le veuille ou non, il y aura une qualification sprint le lendemain, et tout le monde va bien devoir jouer le jeu. Donc, il y a quand même encore une étape à franchir avant le Grand Prix. Donc non, là, je veux bien jouer le jeu du poleman officiel, c'est le vainqueur de la course. En revanche, effectivement, j'ai pas été d'accord du tout de voir que c'était Verstappen qui récoltait officiellement la pole du Grand Prix d'Italie. Non! Moi, je fais partie de ceux qui militent pour que Bottas aurait dû être considéré comme le poleman. Alors d'accord, il partira pas le lendemain en première position sur la grille. Mais écoute, qu'est-ce qui se passe si un vrai poleman d'une séance Q3 le samedi se plante dans son tour de formation, dans son tour de mise en grille le dimanche? Il va partir peut-être des stands, mais le fait est qu'il aura bien été le poleman de ce Grand Prix, qui sera parti des stands. Il n'y a pas un nouveau poleman parce que le mec qui était en première ligne avec lui sera tout seul en première ligne. C'est pas lui le nouveau poleman. Ça reste le mec qui partira des stands parce que ce con s'est planté dans son tour de mise en grille. Voilà, tant pis pour lui. Donc là, Bottas, même si on savait qu'il allait partir dernier, oui, pour moi, il a gagné la course qualif. Donc il est le poleman officiel. C'est vrai que la Verstappen récupère dans ses statistiques une pole position. Il peut s'estimer heureux. Voilà, c'était la petite parenthèse. Une pole, une victoire en 3 semaines récupérée sans avoir fait beaucoup d'efforts, c'est quand même pas mal pour les stats. Hein. Faut être aussi honnête à ce niveau-là. Il y a un problème quelque part dans l'organisation de ces courses sprint. Alors, heureusement, je trouve que Bottas l'a emporté cette course sprint parce qu'il méritait quand même une récompense pour le travail qu'il a fait depuis le début du week-end. Là où Hamilton, par contre, alors c'est ça, ce qui me dérange, c'est que parfois, ça a des conséquences sur la course graves, comme Hamilton qui se loupe à la course sprint et donc du coup part plus loin pour la course et le Grand Prix principal. Le fait que la pole soit attribuée dans cette course-là et pas à la Q3, ça me dérange. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi à ce niveau-là. Le fait qu'on l'ait mise en place sur un circuit où on pensait qu'il allait y avoir des dépassements du spectacle avec Monza, le DRS, l'aspiration et tout a été réduit à néant au départ avec l'accident de Gasly qui a neutralisé tout le monde, qui a empêché le DRS et qui a mis une virtual safety car qui a neutralisé les écarts et ensuite la course était figée pendant 18 tours. C'était un risque à prendre, mais en fait, tu vois, j'ai l'impression que c'est pas méritoire d'aller gagner cette course sprint pour avoir la pole, c'est juste essayer de ne pas perdre ce qu'on a fait la veille en qualif. C'est ce qui me dérange dans les tenants et les aboutissants de cette course sprint par rapport aux qualifications classiques de la veille et par rapport au Grand Prix du lendemain. C'est-à-dire que est-ce que si on se dit, moi la course sprint, j'y prends pas part parce que j'économise mon moteur, je veux pas aller chercher les 3 premiers points parce que j'ai une Alpha, une Alpine et je pourrais jamais aller chercher un podium, mais je vais quand même avoir ma position sur la grille le lendemain si les qualifs de la veille comptent. Donc ça donnerait un intérêt moindre aussi à la course sprint. Donc il faut réajuster ça pour l'année prochaine. Déjà, ça commence par, pour moi, le choix des circuits. Parce que pour l'instant, c'est une réussite. Tout le monde était incroyable. Après Silverstone, c'était formidable. Moi, je suis désolé, après Monza, les 3/4 des pilotes qui ont dit que c'est une idée formidable se sont un peu ravisés en disant on s'est juste fait chier à suivre pendant 18 tours. C'est un peu brut, mais c'est un peu le cas aussi de la vie des fans. Donc voilà, je pense que l'idée doit être exploitée, mais de manière différente. Après, la FIA a dit on attend les 3 expériences pour savoir ce qu'on fait. Il y en aura encore une au Brésil en fin de saison. Je ne sais pas ce qui sera décidé pour 2022. Moi, ça me manquera pas si jamais ça disparaît, vraiment. Alors, l'idée des médailles, c'est sympa, ça fera plaisir à Monsieur Ecclestone. Non, moi je trouve ça nul. Non, je trouve ça nul. Alors que dans quelques instants, dès que tu auras fini ton propos, je vais quand même défendre la course sprint, tu vas voir. Vas-y, mais voilà, donc pour moi, si elle disparaît, ce ne sera pas un bonus. Effectivement, ceux qui sont sur le circuit voient une course en plus, ça peut être cool. Mais il faut qu'elle ait un intérêt. Et pour l'instant, l'intérêt, pour moi, il n'est pas vraiment fondé, si ce n'est risquer de perdre tout ce que tu as construit en Q3, comme Giovinazzi, par exemple, a pu gagner quelques places, comme Gasly s'est fait avoir, et comme AlphaTauri est parti d'un résultat exceptionnel l'année d'avant à une catastrophe annoncée avant même le départ du Grand Prix. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il y a Je trouve qu'il y a beaucoup à perdre pour pas grand-chose à gagner, à part pour les vrais top pilotes. J'ai bien vu sur les réseaux sociaux, de la part de notre communauté des commentateurs, analystes F1, il n'y a pas de problème, vous avez tous dit que c'était une purge, cette course qualif. Je suis pas intervenu parce que j'attends toujours, moi, le fait de m'exprimer dans l'afterlap ou avec toi dans Green White Checkout pour délivrer le fond de ma pensée. Mais c'est une course, ça a été une purge, admettons. Mais d'abord, je rappelle que un Grand Prix n'est pas obligé d'être génial non plus à chaque fois. Un Grand Prix peut être une purge. Monaco est une souvent purge depuis 70 ans. Voilà. Si on poussait même le raisonnement comme tu as dit, on n'a pas été complètement emballé par le spectacle proposé à Zandvoort, même si l'ambiance et le retour de Zandvoort a emporté tout sur son passage. Mais donc,
depuis quand des courses sprint devraient être toutes géniales? Non, évidemment que ça sera jamais le cas. Bon, donc ça, on oublie l'argument. Bon. Ensuite, moi, je ne déteste pas effectivement comment dirais-je, l'intensité qui se dégage à chaque jour quand même. Parce que mine de rien, le vendredi, toi et moi, on se retrouve en fin d'après-midi à regarder une séance qualif qui nous est offerte en mode bonus et qui finalement perdure. On a bien toujours une qualif Q1, Q2, Q3 et on se prend, toi et moi, au jeu de savoir qui va être éliminé en Q1 et qui va faire une sorte de pôle virtuel. Mais bon, on vibre le vendredi. On vibre quand même le samedi, je suis désolé. Quand tu as un départ lancé, standing start, un départ arrêté, enfin un départ façon Grand Prix le samedi, même si c'est une course sprint, même si on sait que ça va durer une demi-heure maximum, y a quand même une tension, je suis désolé. Tout à fait. Il y a une tension, on retient son souffle et on sait quand même que s'il se passe quelque chose pour quelqu'un, ça aura des conséquences le lendemain. Gasly, voilà, oui, ça tombe sur lui, pas de chance. Mais il y a une vraie conséquence, quoi. Donc, ce rendez-vous, il est peut-être pas génial dans son spectacle en soi, mais il a quand même des conséquences et vaut mieux pas le rater, quand même. Et puis s'il y a un coup à faire, vaut mieux le faire, ce coup. Donc, ça joue quand même sur le week-end. Et puis, dernier argument que je vais te lancer, et on s'en était rendu compte à Silverstone, cette course du samedi, évidemment, puisque c'est en quelque sorte une mini-course, elle nous annonce ce qu'on aura le lendemain. Et ça change la donne. Et si, ça change la donne. On avait bien compris qu'à Silverstone, si Verstappen arrivait à survivre au premier tour face à Hamilton, peut-être qu'il allait gagner le Grand Prix. Bon, d'où les manœuvres de Hamilton et d'où le clash qui s'était arrivé. Moralité, ça a densifié le week-end, ça l'a dramatisé en quelque sorte. Mais là, ça a été un peu pareil quand même. On s'est rendu compte de quoi le samedi, Maxime? On s'est rendu compte que les McLaren étaient fabuleuses. Enfin, en tout cas, oui. Sans doute qu'elle jouerait la victoire le lendemain. Enfin, moi, honnêtement, je l'ai compris. Tu avais mentionné une victoire de Norris depuis le début de saison. Elle est venue de Ricciardo, mais une victoire McLaren, en tout cas, elle est encore possible. Et d'ici la fin de saison, ça pourrait encore arriver. Et ça, on le comprend le samedi, que oui, c'est plus que jouable. On comprend aussi que les Mercedes, dans le trafic, ce que j'appelle le trafic, c'est dans le top 5, en mode je suis derrière une McLaren, je la double pas. Voilà. Norris, il a tenu toute la sprint race, impressionnant, et il a continué le lendemain. Parce qu'il a quand même tenu Hamilton au total sur le week-end, je pense une trentaine de tours, et il faut le faire quand même. Voilà, et je crois que là aussi, ça explique ce qu'on a connu, c'est-à-dire qu'effectivement, quand l'arrêt de Ricciardo se passe très bien et que Ricciardo conserve la tête, et que l'arrêt de Verstappen se passe mal, et que l'arrêt d'Hamilton se passe mal, et que les deux vont se retrouver, effectivement, tout ça s'additionne, un McLaren va gagner, Verstappen comprend qu'Hamilton est devant lui et tout ça, ça a joué aussi parce que il y a une montée en puissance du week-end. Donc la course sprint, tu vois, me semble quand même être un concept intéressant qui fait que les week-ends sont plus forts qu'on croit en fait. Voilà ce que je veux dire. Tu vois, j'avais bien préparé mes arguments. Pour le coup là, tu as parfaitement expliqué ta manière de penser et pour vraiment aller dans ton sens et pas retourner ma veste, mais vraiment penser un peu dans ton idée, au point d'intensifier cette sprint race, qu'elle soit plus intéressante avec peut-être un point pour le meilleur tour également, ce qui inciterait certains à partir en tendre, une influence peut-être des pneus de la sprint race sur la course. Voilà, il y a peut-être moyen d'ajuster, pas de modifier, mais vraiment d'ajuster ce qui est mis en place pour que, au-delà de préparer d'être un petit amuse-gueule, on va dire, du Grand Prix, cette course sprint est vraiment un intérêt total pour moi. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est là pour être là. Certes, ça intensifie. J'ai l'impression qu'en fait, quand on a vu Silverstone et quand on voit ici Monza, j'ai l'impression que ça fait le début du Grand Prix la veille, mais que ça va déjà établir la hiérarchie et que ça va la figer un peu plus. C'est ça dont j'avais peur. Là où moi je dis, là où je dis moi que ça annonce le Grand Prix et que ça le dramatise encore plus, toi tu dis que ça le fige. Voilà, c'est un petit peu le côté, on va déjà instaurer, les McLaren, si elles pouvaient être un peu mieux, elles vont peut-être réussir à être un peu mieux. L'Alpha Jovi, elle va redescendre, les Alpines vont remonter, les Aston vont redescendre aussi un petit peu, et ça va entre guillemets de nouveau, vraiment réajuster la grille pour le Grand Prix, au cas où certains avaient peut-être fait une perf la veille. Exemple, Gasly, qui se fait complètement avoir. Bon. Évidemment, on a encore le Brésil comme argumentaire possible d'ici la fin de saison, on y reviendra. Et je pense que dans notre bilan de la saison 2021, comme on l'a fait l'année dernière, on reviendra aussi sur ces courses sprint qui auront eu leur rôle à jouer. Bon, bien sûr, victoire de Daniel Ricciardo, mais pour en arriver là, les McLaren qui certes étaient particulièrement performantes, ne pouvaient espérer qu'au mieux une 3e place. Bottas qui partait derrière a été sans doute pour moi le driver of the day, même si Ricciardo a bien géré, mais le retour de Bottas est quand même assez parfait, à l'image de Perez parfois quand il partait de loin. Mais ce qui s'est passé, c'est que, on va y venir,
Et c'est là que les Romains s'empoignèrent, comme dirait l'autre. On va se retrouver avec une stratégie où Verstappen rentre pour se protéger de la stratégie de Ricciardo avec les pneus. Il fait un arrêt de plus de 11 secondes, ce qui est une catastrophe, puisque habituellement Red Bull sont quasiment les meilleurs en termes d'exécution d'arrêt au stand, mais un souci technique peut arriver, la preuve. Il repart en piste. Et au moment où Hamilton, à son tour plus tard, fait l'overcut et essaie de ressortir un tour plus tard, il se loupe également. Son arrêt dure à peu près 5 secondes. Le temps perdu avec les pneus usés fait que l'un dans l'autre, il ressort au niveau de Verstappen. Le drapeau bleu est présenté à Hamilton, je précise déjà cela. Et arrivé dans la première chicane, eh bien, c'est le clash. Verstappen est tassé à l'extérieur par Hamilton. Il insiste, il rebondit sur le vibreur. Il revient sur la tête, littéralement la tête d'Hamilton. Et c'est l'abandon pour les deux leaders du championnat. Situation exceptionnelle et un Max Verstappen qui ne jette même pas un regard vers son adversaire et retourne directement dans son stand LFB. Qu'est-ce que tu as pensé, déjà ton émotion en direct en voyant ce nouveau clash, puisqu'il faut quand même l'ajouter à Silverstone, ce nouveau contact entre les deux? Bon, déjà, la conjonction qu'il a fallu pour en arriver là... C'était vraiment pas écrit, hein. Donc c'est incroyable parce que là c'est même une question de destin, quoi. Parce que comment veux-tu deviner que Ricciardo va prendre le meilleur départ? Effectivement, même si c'est possible, il partait de la première ligne, mais déjà là c'est la phase du Grand Prix est changée fondamentalement. Du coup, Verstappen est dans un mode semi-échec, mais au moins il se console en voyant que Hamilton, qui a donc raté sa course sprint, est derrière. Voilà. Bon. Mais le fait est que qui pouvait prévoir que chez Red Bull on allait se planter à ce point-là dans l'arrêt au stand? 11 secondes, mais c'est vrai que c'est incroyable. Et qui pouvait prévoir que chez Mercedes on allait aussi un peu s'en mêler les pieds dans le tapis avec un arrêt de 4 secondes 6. Bon, moralité, ils reviennent, les deux, les voilà côte à côte, ce qui n'aurait jamais dû arriver. Bon. Donc je me mets à la place des deux. Et évidemment, j'en ai parlé à Tristan Gomandi dans mon épisode de la semaine de l'Afterlab que vous pouvez voir sur la chaîne YouTube de l'Afterlab. Mais bon, c'est vrai que les deux sont encore dans leur rôle. Là, on est bien obligé de le constater. Hamilton ressort des stands. Non, oui, c'est ça. Hamilton ressort des stands avec une sorte de priorité puisqu'il est devant. Oui, c'est sûr, il est devant. Et effectivement, je vois Verstappen arriver de loin derrière. Mais moi, ma première pensée sur le moment, elle est de penser que là, il est trop loin. Oui. Bon. Voilà, il est trop loin, Verstappen est trop loin. Or, je suis surpris, et Tristan l'a été aussi, et toi peut-être, je suis surpris de le voir quand même freiner super tard. Et tenir, oui. Et d'arriver quand même à se positionner quasiment à côté d'Hamilton. Là, j'avoue, là j'ai envie de dire... Et là, ma pensée, voilà, en un éclair, c'est il est trop loin, oh putain, il le fait. Genre, putain, il est génial. Bon, sauf que Tristan a résumé ça d'une formule. Oui, il a vu une porte s'ouvrir. C'est vrai, il l'a vu, la porte. Il l'a vu. À l'extérieur, il a vu une porte. Et c'est vrai qu'elle existait, cette porte. Sauf que cette porte, elle est une illusion. Elle n'existe pas, en fait. Elle est visible, mais elle ne doit pas exister. Et à partir de là, je te le dis franchement, oui, je mets toute la responsabilité de ce clash et de ce crash sur Verstappen. Ben oui. Alors, je veux bien qu'il soit dans son rôle. Je veux bien qu'effectivement, au point où il en est, luttant pour le titre mondial, avec la perspective de perdre le Grand Prix, déjà c'était quasi fait, mais en plus de perdre sa bataille avec Hamilton, il n'a pas pu résister à la tentation de se dire j'y vais quand même. Bon, là je crois quand même qu'il devrait résister à cette tentation, parce qu'on est à 8 Grands Prix de la fin, et que là, à partir du moment où il décide d'y aller, c'est évident que ça passera pas, et c'est évident que c'est lui qui emporte la majeure responsabilité. Donc je dis pas que c'est un assassin, je dis pas que ça a été un attentat, Je lui trouve des circonstances atténuantes, on va dire, par l'intensité du duel, par le contexte de la saison, par sa nature. Mais le fait est que c'est de sa faute. Voilà, c'est de sa faute. Là, Hamilton, même si vous n'êtes pas fan d'Hamilton, je vois pas ce que vous pouvez reprocher à Hamilton. Il est aussi dans son rôle. Évidemment qu'il va pas lui ouvrir voilà. Donc, qu'est-ce qu'aurait dû faire Verstappen, en fait? C'est vrai, pour en conclure là, Maxime, et je te laisse la parole. Il aurait dû couper la chicane. Il aurait dû braquer sur la gauche en voyant que ça passait pas. Il l'a pas fait, donc il a assumé le fait que ça allait aller au clash. Bon, et donc il nous a fait une Senna un peu façon quand même Suzuka 90 quoi. Hein, voilà. Donc les 3 places de pénalité, oui, je suis désolé, c'est mérité. Et là, le Verstappen, avec effectivement la notion de pas jeter un... Alors, il jette un coup d'œil quand même, Hamilton. Mais je crois, moi, j'avoue que là,
pas évident d'y aller quand même, faut être honnête. Je pense qu'il doit se dire que Hamilton va le pourrir. Enfin, tu vois, il veut peut-être pas aussi qu'on s'engueuler en vrai, je sais pas. Et ça peut être un aveu de faiblesse d'aller s'excuser, d'admettre qu'il a commis une erreur et de prendre une pénalité. Hein. On connaît un petit peu. Ouais, non, surtout ce qui m'a surpris, c'est qu'au moment où, parce que tu parles de la fin de la situation, au moment où Verstappen s'en va, on voit qu'Hamilton essaie de repartir. C'est ça qui m'a halluciné. On parlait de Prost Senna, tu parlais, moi je reviens un an avant, en 89, quand Senna se fait pousser pour redémarrer et recouper la chicane, avec les conséquences qu'on sait, c'est vraiment, Verstappen il s'est arrêté, la voiture est élevée donc c'est compliqué de repartir, il ne sait pas s'il y a comme dégâts derrière, mais lui il se lève, s'en va, Hamilton il reste dans la bagnole, il essaie de mettre la marche arrière et de repartir, et ça témoigne de la mentalité, de la différence entre les deux garçons. C'est-à-dire que d'un côté t'as un gars qui est 7 fois champion du monde, qui a quasiment vécu, je ne vais pas dire tout dans sa carrière, mais qui a vécu énormément de choses, des rivalités, des situations extrêmes où il n'a pas pu repartir d'un bac à gravier. On se souvient de Shanghai, ça lui a coûté son premier titre mondial en 2007. Mais la différence où Verstappen, c'est bon, j'ai merdé, j'abdique. C'est bon, je m'en vais. Et Hamilton, il est là, et je te jure, s'il y avait une roue sur le tarmac, il reculait, il repartait, même sans boîte à air, ça aurait été l'abandon. Mais bref, sur le principe, en tout cas, lui a essayé. Et au moment c'est vrai que Prost en 89, faudra un jour vraiment que je lui pose la question. Je pense qu'effectivement il se dit putain je suis sorti trop vite. Oui, franchement, parce que si les deux repartent, et alors pareil, Senna s'il fait un demi-tour et qu'il reprend la chicane, jamais il est champion du monde. On est d'accord, hein, il passe Nani, bref. Bon, on remonte un peu trop loin, LFB, on remonte à 35 ans, ça devient compliqué. Alors, on a de la culture, on s'excuse. Voilà, étalons un petit peu, c'est encore l'heure du déjeuner. Non, sérieusement, pour revenir au contact, moi je trouve surprenant qu'au moment où Hamilton repart, il tombe nez à nez avec Verstappen. Moi je me dis c'est pas possible que l'un ait perdu autant de temps et que lui n'ait perdu que 2 secondes, parce qu'un arrêt c'est à peu près 2 secondes, donc il en met 4,5, qui retombe en même temps. Donc déjà les voir sortir côte à côte, je me dis ou Verstappen est derrière ou Hamilton est devant. Le freinage de Verstappen, moi j'y crois au moment du freinage comme toi, parce qu'il n'allume pas les roues, il ne se déstabilise pas, il ne gêne pas Hamilton. Pour moi il part à l'extérieur et je me dis ils vont prendre la chicane comme on a vu côte à côte. Sauf que Hamilton il a déjà vaincu, faut le dire, des pilotes comme Alonso, Schumacher, Rosberg, il a quand même eu des duels et il sait gérer un championnat du monde. Là où pour Verstappen, il fait ses classes encore. Et la différence, c'est ce contact que Verstappen a, comme tu l'as dit, pas choisi la bonne solution qui aurait pu être l'échappatoire, ou de lâcher et de se mettre derrière lui et de profiter de l'aspi du DRS, etc. avec un peu de plus de boost ou quoi, parce que le moteur Honda était quand même plus à l'aise que le moteur Mercedes. En tout cas, il y avait mieux à faire. Tout cela pris en considération, jamais je pense que Verstappen imagine qu'il va escalader Hamilton 5 mètres derrière. C'est-à-dire qu'à l'entrée de la chicane, dans la chicane et à l'extérieur, c'est 3 scénarios où c'est tellement différent comme situation, tu peux pas te dire c'était un déroulement possible pour moi qui s'escalade. Au pire, il se touche, il y a un aileron qui casse, Verstappen coupe la chicane, il prend un avantage, ok. Mais voir que l'arrière de la Red Bull, parce que nous en live, toi comme moi, on l'a vu en caméra embarquée, dire que tu es sur la Real était à chier, hein, parlons français, la Real était catastrophique à ce Grand Prix d'Italie. Au moment du départ, tu vois les premières voitures qui passent. Dans le fond, t'as des bagarres avec Vettel, Alonso et on voit rien. Ça m'énerve. Et donc, on est en caméra embarquée sur l'arceau de la voiture de Verstappen. On le voit prendre la chicane. On voit que c'est serré, qui rebondit sur le boudin. Et là, d'un coup, on voit à l'arrière la voiture qui se lève et la caméra qui se tourne. On se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Et au dixième de seconde où on voit ensuite que la voiture est sur Hamilton, on se dit, bon, il l'a pas touché. Sauf que si, il l'a touché, on a vu que le casque, l'arrière d'Hamilton avait de la gomme vraiment sur le casque. Cette photo qui a fait la une de l'équipe d'ailleurs cette semaine, montrant vraiment que on est passé à côté d'une catastrophe. Je pense pas que Verstappen, au moment où il braque à droite, il ait conséquences qui peut finir à décapiter Hamilton, parlons français. Donc voilà, je trouve que la conséquence et l'image est tellement impressionnante de voir les deux voitures chevaucher l'une sur l'autre, que voilà, ça exacerbe un peu ce côté dangereux, etc. Mais c'est une conséquence possible, la preuve, elle a eu lieu. Les 3 places de pénalité de Verstappen, pour moi, sont peut-être justifiées parce qu'il a commis l'erreur, il ne l'a pas reconnu. On a convoqué les 2 pilotes aussi pour aller s'expliquer. Christian Horner a fait son Christian Horner, Toto Wolff a dit en bon premier de classe à l'allemande, moi, si les stewards disent que c'est ça, je serai d'accord, point. 3 places de pénalité du coup pour le prochain Grand Prix. Après c'est la Russie, c'est peut-être pas plus mal si Verstappen fait la pole de partir 3ème que premier. Quand on réfléchit un petit peu au départ à Sochi, c'est pas toujours bon d'être en pole avec la longue ligne droite jusqu'au premier virage. Bref, on extrapole un peu, mais l'accident en tant que tel est à mettre sur la faute de Verstappen qui, comme tu dis, n'a pas su avoir, je ne dirais pas l'intelligence, parce que c'est pas ce que je veux dire, mais la présence d'esprit ou la retenue, comme tu dis, nécessaire. C'est peut-être les 5 cm qui manquent à Cobbs quand il se touche. C'est peut-être aussi ce qui a fait qu'il a pris l'avantage à Imola à la chicane au départ, quand il pousse Hamilton dans Tamburello. Là, c'est à son avantage. Mais sauf que les 2-3 dernières fois où ça s'est passé comme ça, au contact proche,
ça a tourné à l'avantage d'Hamilton par l'expérience. Ouais. Et je suis désolé, Verstappen a encore beaucoup à apprendre, quand même c'est un pilote exceptionnel que j'apprécie beaucoup derrière le volant. Là, il a merdé. Oui. C'est dur de l'admettre, mais c'est sans doute tout ça qui va lui coûter un titre de champion du monde en fin de saison. Et c'est ce qui aussi parfois me rappelle Rosberg-Hamilton, c'est-à-dire que les deux avaient cette manière d'essayer de se battre jusqu'au bout, mais à chaque fois Hamilton, il écrasait un petit peu plus la tête de son adversaire parce qu'il avait un peu plus de vécu, d'expérience et peut-être de temps. Voilà. Au moment où on se parle, là, on va dire à la mi-septembre 2021, non, je suis pas convaincu que Hamilton sera champion du monde. Parce que je trouve qu'il y a... Ah non, moi non plus. L'année qu'on vit, elle est exceptionnelle. Attends, quand on voit les comparatifs, moi je suis désolé, j'ai pas vécu autant d'expérience en Formule 1 que tu l'as vécu dans ta carrière. Je suis un simple fan, on va dire. Mais de ma vision à moi, ça me rappelle effectivement récemment les duels qu'on a eu entre, que ce soit Alonso avec Hamilton ou l'époque qui avait quand même été assez chaude entre les 2014, 2016, 17 les duels entre Rosberg et Hamilton étaient quand même très à la limite, ça se jouait à pas grand chose. Donc pour les plus jeunes, en tout cas ceux qui suivent la F1 depuis les dernières années, ça peut comparer à ça, mais si on remonte un petit peu, effectivement, moi je vois une saison comme on est en train de vivre, une saison entre la fin des années 80, début 90, Prost-Senna, quoi. C'est vraiment deux équipes, deux mentalités différentes, deux régions différentes. Il y a un Anglais, il y a un Néerlandais, c'est pas la même génération non plus. Non. Donc voilà, un peu le loup dans la bergerie, comme on avait eu à l'époque Senna-Prost. Mais voilà, ça fait un peu vieux jeu, etc., de rappeler tout ça, mais c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre. Les images qu'on a vues, les comparatifs qu'on a eus, c'était Weber, Hamilton à Istanbul, c'était Schumacher et Hill déjà à Monza quand ils sont accrochés en 95. Voilà, c'est plein d'accrochages qui ont fait l'histoire de la F1, et cette année, on se rend peut-être pas encore compte, mais je crois qu'on est en train de vivre une saison qui restera longtemps dans les mémoires. Quand bien même l'année passée il y avait le Covid, cette année en termes de compétition, de duel entre deux pilotes, deux entités, deux équipes, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vécu ça, et ça fait du bien, et c'est très agréable, quel que soit le camp d'ailleurs, qu'on soit pro ou anti l'un ou l'autre. J'aime pas ce côté pro et anti, mais en tout cas supporter d'un clan ou d'un autre, on ne peut que se délecter d'une saison exceptionnelle avec, encore une fois, des choses qui sortent un peu du lot, la victoire d'Ocon, etc. Et voilà, les transferts aussi, Ricciardo qui gagne avec McLaren, il était temps, il en avait bien besoin le garçon, parce que c'était pas un début de saison très facile non plus face à Norris qu'on voyait dérouler le tapis pour McLaren et aller gagner. Voilà, finalement Ricciardo testera bien la Chevrolet de Dale Earnhardt, puisqu'il l'avait parié avec Zak Brown. Ah oui, tiens, c'est vrai. C'est vrai qu'il avait parié ça. Bon, en tout cas, pour conclure, moi j'ai envie de te dire, faut quand même pas que Verstappen nous refasse le coup à chaque Grand Prix, parce que c'est bien beau de vouloir absolument marquer son territoire. À quel prix ? Là, on a le sentiment que ça y est, si quelqu'un est devant lui, ça passe pas, etc. Bon, à un moment donné, essayons quand même de gérer les choses. On n'est pas au dernier Grand Prix de la saison, quoi. Voilà. Et quand bien même, on serait au dernier Grand Prix, on va pas envoyer l'équipier pulvériser l'autre voiture. Mais vaut mieux que ça. Par rapport à l'avantage Verstappen, c'est que, d'abord, on rappelle qu'il y a 7 victoires contre 4 cette année pour lui. C'est vrai. Qu'on le veuille ou non, il est quand même plus performant. Et qu'à chaque fois, il y a un petit élément du destin qui quand même, joue toujours en sa faveur. Pas toujours. À Silverstone, il perd 25-0. Mais ce que je veux dire, c'est que Bakou, voilà. Bakou avec Hamilton qui tire tout droit au restart. Spa où il récupère 12 points et demi. Là où, qu'on le veuille ou non, effectivement, Hamilton n'en marque pas. Donc, où il garde toujours 5 points d'avance au championnat. Donc, là où ça aurait pu être un chaos encore contre lui, non, évidemment, par la force des choses, il est toujours leader du championnat du monde. Donc, depuis le début de la saison, il se maintient, je dirais, globalement devant. Donc, on pourrait peut-être penser que les planètes s'alignent pour que ce soit quand même lui à la fin qui gagne. Est-ce que le demi-point jouera en fin de saison ? On l'a vu dans le passé. T'imagines ? Ça serait beau. Ah oui, ça serait incroyable, etc. Bon, en tout cas, voilà, on va espérer quand même que les esprits se calment un petit peu à Sochi, qui théoriquement donc est un Grand Prix que va gagner Valtteri Bottas. Normalement, oui. Voilà. C'est normalement là qui se met bien. Cela étant, si on veut tout dire, l'annonce très importante qui était survenue entre les deux Grands Prix des Pays-Bas et de Monza, c'est donc bien que Bottas quitte Mercedes et sera bien remplacé par George Russell, ce qu'on appelait tous de vœux globalement. Oui. Et c'est donc que Bottas se retrouve pas au chômage. Si on résume ça comme ça, il rebondit. Alors évidemment, dans une équipe B, on va dire ça. Mais pas de la deuxième moitié de tableau. Mais le fait est qu'il arrive en tant que leader d'une équipe qui s'appelle Alfa Romeo, ce qui est quand même pas rien. Qu'il y a évidemment des milliers de pilotes dans le monde qui tueraient père et mère pour être à sa place. Et que,
Bon, ça me semble être une sorte de deuxième partie de carrière qu'on lui offre, qui est pas indigne. Et effectivement, non, il a pas réussi à battre Hamilton chez Mercedes, il a pas réussi à être champion du monde, il a pas réussi depuis 1 an à se montrer. Bon, ok, mais il est quand même arrivé, mine de rien, avec Tristan, on en convenait, mais forcément un peu pas libéré, mais débarrassé d'un poids. Oui. Il connaît son avenir. Ça y est, c'est fait, c'est réglé. Plusieurs années en plus. Oui, voilà. Et quelque part, effectivement, c'est pas pour ça qu'il va pas jouer le rôle il va pas jouer le jeu de l'équipe, bien au contraire. Mais il y a moins de pression qu'on le veuille. On lui demande plus maintenant de gagner les 8 grands prix de la fin, puisque de toute façon tu t'en iras à la fin de l'année. Et comme par hasard, je pense qu'on l'a senti un petit peu plus. Un peu plus cool. Est-ce que l'exemple n'est pas tout simplement le meilleur tour à la fin du Grand Prix des Pays-Bas où il va chipper le point Hamilton à un tour près et qu'en interview il dit non mais je voulais me marrer, de toute façon on savait que Lewis allait le récupérer. Non. Je sens bien que là, il va faire un petit peu le sale gosse qui va jeter des petits avions en papier depuis le fond de la classe et ça pourrait nuire aussi à Hamilton. Malheureusement, Bottas, s'il doit jouer sa carte ou celle d'Hamilton, même si l'année prochaine il a un contrat, je suis pas certain qu'il va laisser passer 3-4 victoires d'ici la fin de... Bon, je m'emballe peut-être 1 ou 2 victoires. Non, mais attends, mais à Monza, si tout se passait bien, c'est-à-dire que Bottas gagnait la course sprint, ce qui a été le cas, donc on le répète, et qu'il parte effectivement en vraie pole position du Grand Prix, mais sur l'ensemble du Grand Prix, il est devant Hamilton. Oui, et voire il la gagne. Donc il prend des points à Hamilton. Donc effectivement, un Bottas libéré parce que quelque part il sait que allez, c'est terminé chez Mercedes, on lui demande quelque part on lui demande rien, donc il a moins de pression et que l'année prochaine il sait que ça sera peut-être moins prestigieux, mais on repart sur un vrai métier avec une vraie belle équipe et tenir une équipe, oui. Donc peut-être qu'il va être plus performant, c'est ça qui est paradoxal. De toute façon, Alpha ne pourra qu'y gagner avec Bottas, je suis navré. Raikkonen, il était temps qu'il lâche la rampe, c'est fait. Bon, remplacé par Kubica qui d'ailleurs a commencé et terminé sa première fois en Formule 1 au même endroit d'ailleurs à Monza, ça nous rappelle des beaux souvenirs, mais voilà, c'est terminé aussi pour c'est la fin d'une génération et c'est pas plus mal parce que quand même je n'ai aucune méchanceté contre Kimi Raikkonen que j'apprécie beaucoup pour ce qu'il a apporté comme image à la F1. Il était peut-être temps de mettre fin à ce chapitre. Giovinazzi, tout aussi transparent et insipide puisse-t-il être depuis 3 ans, a enfin trouvé une manière de se mettre en avant, c'est-à-dire le risque d'être viré. La peur d'être viré, ça peut fonctionner. Mais c'est fou, Giovinazzi. Depuis 3 courses, qu'est-ce qu'il a bouffé? C'est pas possible. Il fait des coups d'éclat en qualif et en rythme pur, ça c'est vrai. Mais à l'arrivée, il est toujours 13e ou 14e. Ça reste quand même Giovinazzi, il lui demande pas trop non plus. Voilà, il n'arrive pas à concrétiser. Là où Russell a réussi avec une Williams qui s'améliore à la faire travailler, même Latifi, parce que je dis Russell, mais Williams a réussi à monter, quoi. Là, Latifi a gagné des points vis-à-vis de tout le monde. On s'aperçoit que c'est un pilote valeureux. Peut-être plus fort qu'on croit et il pourrait peut-être l'année prochaine mettre en difficulté Alexander Albon qui rejoint lui Williams et qui quittera le giron Red Bull à la demande de Mercedes. Non, mais c'est Latifi là a gagné le droit sans problème pour tout le monde de continuer. Non, là où Alonso, Ocon maintenant qui est dans la même pente arrive à globalement progresser et à terminer dans les points. Alors évidemment, c'est plutôt 8-10 que 5-6, on est d'accord. Et la Hongrie restera sans doute dans l'année comme l'incroyable... le highlight d'Alpine, Voilà. Mais le fait est qu'ils sont quand même dans les points, Alonso et Ocon, une nouvelle fois. Là où un Giovinazzi, à qui on promettait peut-être une 7e place, peut-être même une 6e, voire 5e, il termine 13 encore une fois. Ça, et puis les Aston Martin s'écroulent en fin de saison, ça aussi. Stroll a quand même fait une belle course là, t'as vu, il fait 7, il fallait faire 7. Il fallait aller la chercher, mais sincèrement, les batailles, on les a pas vues à l'antenne, mais avec l'appli F1 TV, moi je me suis mis en caméra embarquée sur Alonso en début de course, la bataille entre les 2 Alpines et les 2 Aston pendant les 10 premiers tours, c'était un régal, c'était magistral, on n'a rien vu à la télévision, mais c'était formidable, que ce soit Stroll... On a juste vu... Si, on a quand même vu Stroll qui balance Vettel quand même un peu, non? Bon, écoute, déjà dans le dernier tour à Zandvoort, c'était chaud quand Vettel a essayé de le dépasser, il a fermé la porte, Stroll, c'était chaud. On parle vite fait aussi de chez Haas où c'était un petit peu drôle de voir les 2 pilotes s'accrocher, que Schumacher a réussi à taper Vettel au départ de la course, a réussi à mettre en tête à queue Mazepin. Bon, c'est un petit peu les mauvais élèves et ça commence à faire un peu tâche. Donc ce volant chez Alpha l'année prochaine, il sera de toute façon pas pour notre ami Mick Schumacher qui va rempiler je crois chez Haas. Oui, je pense. Maintenant, tout à fait. difficile d'entrevoir la suite pour l'équipe de Gunther Steiner. Gene Haas, on en a parlé un petit peu dans les commentaires, pendant les commentaires du Grand Prix. Gene Haas qui est assis dans son camion dans le paddock et qui regarde ça
presque livide, blanc devant les écrans. T'as vu une image, ça? Oui. On a eu pendant les essais libres, on le voyait, mais il était présent. Non, pas pendant la course. D'accord, ok. Il était vraiment en train de. Enfin, il est là sans être là, donc je ne sais pas. Par contre, pour faire la petite boucle avec l'Amérique, et on parlera d'IndyCar dans quelques minutes, l'année prochaine, tu sais qu'un certain Romain Grosjean ira chez Andretti. Oui, tout à fait. Secret de Polichinelle. Voilà, mais bon. On sait tous que c'est quasiment fait à 95%. Andretti, qui serait candidat au rachat de l'équipe Haas en F1 et qui aura besoin de pilotes. J'ai entendu ça, tout à fait. Je vous laisse avec ça. Je vous laisse avec ça. Ce serait incroyable, effectivement. Ce serait une boucle exceptionnelle. Mais bon, voilà pour ce Grand Prix d'Italie. Ouais, et puis bravo Ricciardo, qui est un pilote que tout le monde aime bien. Norris a été... Ouais. Norris, c'est vrai, il est un peu gonflé, Norris, quand il dit... quand il met parce que bon, Ricciardo est quand même un peu devant. Mais à l'arrière, on sait tous que peut-être Norris en valeur pure, oui, est plus rapide que Ricciardo. Mais sauf que là, Ricciardo avait fait le week-end quasi parfait, qui tenait la baraque. McLaren a eu la galanterie, je trouve, de laisser Ricciardo gagner, alors que franchement, l'avenir de l'équipe, même si Ricciardo est un top pilote, et quand même Norris et le futur Norris, ne pas l'avoir gâcher cette harmonie, parce que vraiment il y a une harmonie chez McLaren qui est exceptionnelle. Ça avait commencé avec Sainz, mais je trouve qu'avec Ricciardo on gagne un peu plus. Quand tu vois Zach Brown qui parvient à tendre un téléphone avant le podium pour que Ricciardo voit en visio ses parents depuis l'Australie, juste pour dire merci maman, j'ai gagné et tout, voilà, tu sens que vraiment c'est pas les garagistes, mais c'est vraiment la bande de potes, aussi doué et aussi talentueux soit-il, parce que ça reste une équipe comme McLaren, mais c'est plus le McLaren de Ron Dennis, c'est plus le McLaren de Whitmarsh, c'est plus le McLaren de l'époque, et c'est un McLaren qui fait du bien, et ça marche, et c'est tant mieux pour eux. Ils ont quand même mis fin à 11 ans sans un doublé, ça remonte je pense au Canada 2010, en 2010 il y avait eu le dernier doublé. Voilà, ça fait vraiment du bien avec Button et Hamilton de mémoire. Je rappelle, tiens, ça me fait penser à ça, mais pour étaler ma culture, puis pour reprendre l'expression de tout à l'heure, une anecdote qu'a un jour livré David Coulthard. Briefing d'après séance qualif, entre donc chez McLaren, Ron Dennis dans le camion, Mika Hakkinen, pilote numéro 1 et son ingénieur, David Coulthard et son ingénieur, équipe numéro 2. Mais enfin bon, le fait est qu'ils sont dans la même équipe et que bon. Qu'est-ce qui se passe? Dialogue uniquement entre Ron Dennis et l'ingénieur d'Hakkinen avec Hakkinen. Coulthard dit, on n'intervient pas, on nous demande pas notre avis. Et soudain, au bout de 10 minutes, Ron Dennis se penche vers l'ingénieur de Hakkinen, toujours, et lui dit, et ils ont fait quoi comme réglage? Les autres, Coulthard dit, c'est nous. Voilà. Donc, Ron Dennis, patron d'une équipe qu'on pourrait croire soudée, bah non, considère son deuxième pilote et son ingénieur comme l'autre. C'est horrible. Dingue. Horrible. Effectivement. Et Coulthard, quand il a raconté ça, je peux dire, effectivement, on voyait bien qu'il avait les boules. Mais t'imagines si... Enfin, c'est plus possible, ça, évidemment. On sait que c'est quand même deux voitures, qu'on partage les réglages un minimum et qu'effectivement, il y a un dialogue. Peut-être pas entre Schumacher et Mazepin. Allez, admettons que ce soit un peu froid dans les briefings d'après. Ça doit être plutôt chaud, même, il paraît, parce que les deux garçons ont du tempérament, semble-t-il. Mais bon. Voilà. Mais Ron Dennis, effectivement, derrière une histoire humaine qui était évidemment forte et un personnage, oui, personne n'est blanc, personne n'est noir toujours, mais c'est vrai que c'était quand même une gestion un peu à l'ancienne et un peu dure. La froideur d'un stand McLaren, c'est ce qu'avait dit à l'époque certains pilotes qui étaient allés, Alonso, quand il passe de chez Renault avec Briatore, attention à l'époque, et qui passe chez McLaren, il se dit j'ai l'impression que tu rentres dans l'usine, tu sais même pas s'il y a un réceptionniste, tu vois, tu te dis c'est terrible. Mais c'était l'image de McLaren et elle a réussi à la faire évoluer avec son temps plutôt bien. Donc voilà, écoute, on verra en Russie avec là aussi un endroit où les moteurs Mercedes pourraient s'exprimer, pourquoi pas de nouveau McLaren créer la surprise. On verra si Bottas évidemment s'impose comme il en a l'habitude chaque année. Donc on prend le point finalement, 5 points et demi d'avance pour Verstappen. Voilà pour cette très longue page F1. On va enchaîner tout de suite avec la deuxième partie. On agite le drapeau blanc, white flag, direction la Grèce pour le rallye de l'Acropole. C'est parti. Alors, le rallye de Grèce et la deuxième victoire en WRC d'un petit jeune qui est pas mauvais, Kalle Rovanperä, le fils de l'autre, qui a tout simplement écrasé la concurrence dans ce rallye de l'Acropole avec 8 scratchs et surtout un samedi matin où il a repris, je crois, 30 ou 40 secondes sur Ogier. Il était sur une autre planète. Waouh! Oui. Alors tu sais qu'en début d'année, Sébastien Ogier avait lui-même déclaré qu'attention, Kalle Rovanperä,
serait une vraie menace pour la saison. Et il avait l'air même de suggérer, Sébastien, que elle serait une menace plus importante que Elfyn Evans. Alors, je crois que ça s'est un peu équilibré quand même chez Toyota depuis le début de l'année. Oui. Entre un Ogier, qui est le maître qu'il est. 4 victoires, sachant gagner quand il faut gagner, sachant gérer quand il faut gérer, 7 fois champion du monde, bientôt 8, bon ok. Déjà bientôt 8 ? Ah oui, c'est réglé mais je vais en arriver là, t'as raison. Bon. Elfyn Evans, le valeureux gallois qui ne cesse de progresser peut-être, et qui effectivement l'an dernier avait surpris un peu tout le monde en pouvant être champion du monde et avec une valeur, une constance assez admirable, effectivement, une régularité qu'il faut vraiment noter. Mais lui n'a pas toujours à ouvrir la route, et c'est ça la différence avec Ogier, voilà. Et effectivement, la petite pépite qui est Rovanperä. Bon, qu'est-ce qu'il nous a montré cette année, Rovanperä ? Il nous a montré que parfois, il se crachait dès la première spéciale. Bon, voilà. Et que sans doute, fallait aussi un peu se faire les dents et se faire l'expérience. Mais 2 victoires pour une première saison pleine, avec effectivement une démonstration chaque fois. Et chaque fois, j'en veux pour preuve le fait qu'il gagne en plus la Power Stage. Oui. Ça, c'est extraordinaire. Il finit le travail. Voilà. Il a 20 ans, il va gagner son 2e rallye d'une manière formidable. On lui demande pas d'aller gagner la Power Stage. Il le fait, 30 points d'un coup. Bon. Donc, effectivement, les rôles, là, c'est que Rovanperä, effectivement, est passé devant Evans en valeur pure et en vista. Et qu'effectivement, on a là le futur du rallye. Alors, pour moi, la conclusion de ce rallye, elle est parfaite, parce que la victoire de Rovanperä, elle est super pour la discipline, c'est source d'avenir, c'est la promesse effectivement d'un renouvellement de génération, c'est magnifique. Mais la gestion de Sébastien Ogier, pour moi, est parfaite, parce que là, je ne peux pas cacher que je suis à fond derrière Sébastien, et que le voir quand même se diriger tout droit vers son 8e titre, je peux pas imaginer autre chose, effectivement. Donc c'est parfait pour moi. Et pour conclure, le fait que Rovanperä ne va cesser de monter vers le haut, mais qu'effectivement, quand même, Tanak et même Neuville sont pas encore finis, je veux le croire, et qu'arrive un Fourmeau qui, pour la France, représente l'avenir, voilà, et que il y a Oliver Solberg, et que voilà, il y a peut-être encore qui a re-signé pour un calendrier complet l'année prochaine. Ça c'est génial. Voilà. Ouais. Avec une nouvelle ère qui va s'ouvrir en WRC avec les voitures hybrides. Donc non, moi je suis très 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 content de ce WRC, et je trouve que c'est un week-end qui symbolise bien le WRC actuel et où c'est super en fait. Voilà. Et quand on regarde un petit peu le classement et la saison de Rovanperä, en tout cas l'inconstance de Rovanperä lui cause vraiment préjudice, parce que c'est le seul qui a gagné plus d'un rallye à part Ogier. Voilà. Donc il peut faire des perfs exceptionnels, mais comme tu dis, il peut se planter au première spéciale. Donc il est un peu, pour moi, alors toute proportion gardée, attention, je ne vexe personne, mais il a un petit côté macré. C'est-à-dire qu'il donne tellement tout que des fois ça passe et c'est exceptionnel, comme sa 2e journée ici à l'Acropole, ou ça passe juste pas dès le départ. Et c'est cette mesure qu'il doit trouver, et je pense que le jour où il arrivera à jauger cette mesure parfaitement, il peut effectivement lui aussi venir jouer aux avant-postes. Mais bon, il est encore jeune, comme tu l'as dit, il y a 20 berges, ce qu'il fait c'est déjà exceptionnel, mais quand tu vois effectivement l'avenir, alors on parle pas beaucoup non plus de Katsuta chez Toyota parce qu'il est un peu plus discret, mais quand tu vois Tanak qui maintenant chez Hyundai fait aussi des choses relativement correctes, bon il est largué complètement par rapport à Rovanperä, il est à je crois 40 secondes à l'arrivée ici, mais voilà, quand tu prends celui-là, tu reprends quand même, tu te dis qu'Evans, il n'a pas 60 ans non plus, Neuville, Fourmeau, etc. Tu te dis que le WRC, s'ils réussissent leur virage en hybride, ça peut être vraiment très sympa. Le retour aussi de rallye mythique, on parlait du Safari, mais voilà, c'est l'identité du championnat du monde qui revient petit à petit. Alors effectivement, il reste 3 meetings, tu vois qu'Ogier va être champion. Moi, je le vois aussi carrément ne pas se faire embêter par Evans. Je vois bien qu'on va gérer les choses. Maintenant, derrière il va y avoir une bataille pour la 2e place intéressante. C'est-à-dire maintenant, Evans, derrière Ogier, quand tu regardes le classement, alors attends, je vais reprendre vite fait parce que je ne veux pas dire de bêtises. Voilà, Evans 136 points, Neuville 130, Rovanperä du coup 129 puisqu'il a fait un carton week-end, et 106 pour Tanak. Moi, je suis incapable de te donner le top 5 maintenant à 3 rallyes de la fin. Donc, Neuville peut être vice-champion, comme Evans peut l'être aussi, mais franchement, je trouve que celui qui mériterait vraiment d'être mis en avant cette année, c'est Rovanperä qui au moins ferait top 3. Thierry
à part avoir gagné à Ypres, a quand même eu un abandon au Kenya. C'était une catastrophe aussi pour Hyundai. Je trouve que Hyundai paye sa voiture qui n'est pas en état pour se battre par rapport à la Toyota, parce que les pilotes sont pas mauvais, faut arrêter les bêtises. C'est juste que Hyundai n'arrive pas à fournir le matériel, là où la constance de Toyota, ajoutée au talent et l'expérience d'Ogier et à la hargne, parfois d'un Rovanperä, comme on l'a vu ce week-end, peut montrer que ça suffit à être devant Hyundai, qui parfois s'en mêle les pinceaux. Ford qui a plus vraiment de soutien officiel, en tout cas Ford n'est pas là pour être au niveau de Toyota en termes de préparation comme c'était le cas il y a quelques années. Donc franchement, l'avenir avec Fourmeau, si jamais il y a des transferts, bon, il n'y a pas beaucoup d'informations pour le moment, ça a l'air d'être non, mais Fourmeau, il sera le pilote numéro 1 chez Ford. Hein. Mais voilà, il sera toujours chez Ford. Alors si Ford revient avec l'hybride, voyons ce que ça donnera d'ici quelques années. Pour l'instant, en tout cas, l'avenir est plutôt intéressant. Maintenant, voilà, comme tu l'as dit, Sébastien, il va plier le 8e titre, sauf catastrophe. Surtout que ça va être le début aussi sur l'asphalte pour certains. Je crois que Fourmeau, ça va être un de ses premiers rallyes sur asphalte pur et dur. Donc il va y avoir aussi des informations importantes lors du rallye d'Espagne aussi qui arrivera. Donc voilà, après on finit à Monza, bon, pas fan non plus. Oui, voilà. Mais c'est vrai que quand tu penses que le WEC Fuji a été annulé, le Grand Prix du Japon a été annulé, et donc le rallye du Japon a été annulé. C'est dommage, parce que c'est quand même un monument. Hein. Ouais. C'est là qu'on se dit, qu'on n'en est toujours pas sorti de ce Covid, et que le Japon annule tout. Quel dommage, fou, hein. Est-ce que c'est énervant. C'est terrible qu'on a quand même eu les Jeux Olympiques de maintenus dans des conditions un peu plus extrêmes. Bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais en tout cas, donc toi, tu vois Ogier terminer la saison en Formule 1. Mais d'emblée, et là je fais juste une petite parenthèse, l'avenir d'Ogier, je suis très curieux de voir, parce qu'effectivement, en WEC, il peut pas débarquer comme ça, évidemment, c'est pas possible. Trop. Et en même temps, il maintient qu'effectivement, il fera qu'un programme partiel. Mais un programme partiel, c'est quoi ? C'est 3, 4. Enfin, c'est ça. Sinon, plus, autant faire 8-9, quoi. Enfin, je sais pas. Je me suis posé la question, avec l'hybridation et la volonté du WRX d'être full électrique d'ici quelques années, est-ce que Toyota irait pas mettre un petit nez en rallycross avec Ogier ? Est-ce que tu penses que ce serait un challenge intéressant ? Je me suis posé la question de l'intérêt du WRX pour Toyota, parce que finalement, c'est vrai, t'as raison. Est-ce que ça pourrait... Le rallycross, c'est vraiment sympa. Moi, j'ai toujours aimé ça, commenter ça, les Joker Labs, tout ça, ça m'amuse. Est-ce que une direction peut-être pour lui ? On sait que les pilotes un peu plus âgés, ou en tout cas qui ont une belle carrière, aiment bien y aller. Loeb en est un parfait exemple. Il y a eu Ken Block, il y a eu Solberg, il y a eu énormément de pilotes qui s'y sont mis. Pourquoi pas ? Est-ce que Toyota avec l'électrique pourrait aller titiller le WRX ? Voilà. Faites-en ce que vous voulez. Dites-nous en commentaire si jamais vous aussi vous voyez Ogier ailleurs que chez Toyota déjà l'année prochaine. Je ne sais pas comment ça va se passer, parce qu'on parlait aussi d'un petit retour d'un certain Sébastien Loeb, je crois. Alors ça, j'en ai entendu parler, chez Ford, effectivement. Il pourrait revenir chez Ford, et il aura fait quand même toutes les crèmeries, Sébastien. Quand on y pense, en 3 ans, là, ça fait bizarre. Là, c'est vrai que tu peux pas t'empêcher de dire, bon, là, c'est peut-être un peu trop côté mercenaire, le côté... Après, Ford et ProDrive, on connaît les antécédents aussi avec le rallye, je sais pas. Tant mieux pour lui, si effectivement il s'amuse, il a rien à prouver, le garçon. Voilà, le pilote le plus capé dans l'histoire du WRC, tant mieux pour lui si effectivement tout le monde le veut encore, on va dire ça comme ça. Maintenant, j'aurais tendance à dire, là je vois pas encore trop, à prouver c'est ça. Aider chez Ford peut-être, effectivement, aider à faire évoluer cette auto. Bon, on va quitter l'Acropole, en tout cas le rallye de Grèce, pour partir à Portland aux États-Unis, où nous avons eu une victoire espagnole. Le fameux Alex Palou s'est imposé avec la monoplace du type Ganassi. Une course qui a été assez intéressante. Malheureusement, encore une fois, le point sur le classement des Français, c'est pas la folie. Romain éliminé au départ, tête à queue pour Pagenaud en fin de course, avec une voiture qu'il a jamais vraiment su maîtriser sur l'entièreté du week-end. Et devant, on prend les mêmes et on recommence. On a toujours les mêmes aux avant-postes. Gros duel au moment du départ sur la chicane avec Palou et Dixon. Ce départ. Ce départ. Comment ça s'est passé? Là, il faut être honnête. Sans doute que la configuration du circuit n'aide pas. Bon, voilà. Aussi Kauschersleben, le premier virage, je le déteste. C'est le pire du monde, j'assume. Voilà, c'est ça. Sans doute le pire dessin du monde. Tu rajoutes des pilotes qui, quand même, là, des fois, oublient peut-être de réfléchir. J'en sais rien, je veux pas critiquer. Tout le monde sait que j'ai toujours admiré les pilotes dans toutes les disciplines dans ma vie, mais bon. Mais c'est sorti tellement naturellement que c'est malade. C'était grotesque. Voilà, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit. C'est pas possible d'en arriver là avec la moitié du peloton qui coupe, la moitié qui la débâcle, ils sont à 6 de front, ils y vont tous et ils se disent ça va passer quoi. C'est ça. Donc là, c'est vrai que Portland, on sait que c'est le problème, c'est le départ à Portland, mais c'est vrai qu'à chaque fois on se dit mais c'est pas vrai, ils sont trop cons.
si je puis me permettre. Voilà, gentiment. On précise pour ceux qui n'ont pas vu et qui ne savent pas à quoi ressemble le circuit de Portland, la ligne de départ arrivée, c'est une piste de dragster, donc c'est très large, c'est énorme, c'est un peu comme à Saint-Pétersbourg, c'est des départs très très larges, où quand tu arrives dans un entonnoir, en l'occurrence une chicane qui est à un angle droit, c'est un peu comme à Monza, finalement, un rectifilo un peu plus ouvert, mais quand même, tu fais pas passer 6 bonnes places en même temps, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est ça. Alors moi, quand je vois que la direction de course prend quand même une mesure forte, qui est de pénaliser tous ceux qui ont coupé les Rosenqvist, les Palou, les Dixon, ceux qui étaient aux avant-postes, voilà. Bah, c'est vrai que moi, quand j'apprends le résultat le lendemain matin, parce que je dois, hélas, avouer que j'ai pas été jusqu'au bout de la course, et que j'apprends que Palou a gagné devant Dixon, Rossi, enfin, je me dis, finalement, oui. Ça, j'aurais pas cru, parce qu'effectivement, je pensais que c'était plutôt un deuxième groupe qui avait pris le pouvoir. Rahal qui a failli, qui était bien au début, qui était pas loin de. Voilà. Et puis Howard, Ericsson que je voyais pas mal, Harvey, mais je pensais pas que Palou, Rossi et Dixon reviendraient du Diable Vauvert, comme on dit, pour regagner le banc. Oh, le point Pierre Vandeville qui est tata du Diable Vauvert. Merci LFB, ça fait du bien de temps en temps. Voilà, c'est ça notre générationnel là aussi. Bon, mais écoute, on s'aperçoit mine de rien qu'il y a 2 grands prix de la fin, 2 courses de la fin, ils sont 5 quand même à pouvoir peut-être espérer. Alors évidemment, Palou avec 3 victoires et qui a repris la tête du championnat. Howard qui a perdu gros quand même, mais qui est toujours là, bien sûr, en 2. Dixon est inusable qui est 3. Non, c'est Newgarden d'abord, je crois. Qui est 3 et Dixon 4. 4. Et je rajoute un Ericsson qui effectivement est là. Jamais on aurait cru que j'aurais dit ça. J'ai du mal aussi, faut pas être méchant contre Marcus, mais le pilote le plus laborieux que j'ai jamais commenté. Si Herta pouvait lui repasser devant, parce que Colton Herta fait une belle saison. Non, ce sont les 5 pilotes qui sont à plus de 400 points, et donc effectivement, c'est avec eux que ça va se jouer, et il reste pas tant de courses que ça, donc ça va être vite réglé. Alors, moi je mettrais quand même. Attends, je vais regarder un peu les points. Je mettrais quand même un point sur Dixon quand même. Je mettrais quand même. Non, c'est bon. Non, merci, au revoir. Non. Alors du coup, la jeunesse, qui pour toi va être titré, Palou, Howard ou j'étais pour Howard, allez. Ouais. Mais force est de constater que Palou est quand même assez fantastique. Je veux dire, il fait la pole, il gagne, il est le seul à avoir gagné 3 fois cette année. Bon, il apporte un 109 là, qui est incontestable. C'est vrai. Donc je maintiens mon duel Palou-Howard. Parce que Newgarden est aussi pas un vieux de la vieille maintenant, mais enfin bon, quelqu'un qui a eu ce... qui a quelques années quand même dans les pattes, pour parler clairement. Dixon, on l'adore, mais enfin, 6 fois c'est bon. Et puis Ericsson, on veut pas qu'il soit champion, voilà. Donc, non, moi j'ai rien contre... Oui, voilà. Donc il faut que ce soit Palou, et Howard. Alors moi, ce que je regrette, c'est que la fin de saison se termine à Long Beach. J'aurais préféré que ça se termine à Laguna Seca. On inverse les 2 derniers. Parce que Long Beach, c'est un peu quand même le Monaco américain. Et je me souviens pas que ça double beaucoup. Bon, ça finit mal en tout cas. Il y en a qui vont peut-être dans la fontaine. Mais à part ça, il va pas se passer grand-chose. Donc j'aurais aimé effectivement une conclusion un peu plus sur un circuit routier déjà, pas urbain, ça je le dis sincèrement aussi. Et puis un circuit comme Laguna Seca qui est quand même assez exceptionnel aussi pour les dépassements. Oui, voilà. Donc effectivement là c'est bon. Maintenant Long Beach, oui. Et puis en plus pour l'horaire ça va être moins bien pour nous. C'est vrai. Ça va être tard. Oh là là. Tu verras Laguna Seca c'est aussi en Californie, mais bon on va dire ça, voilà. Bon. Mais pour Laguna Seca je me lève plus facilement que pour Long Beach. Oui c'est ça. Voilà. On est d'accord. Mais écoute, moi je mettrais quand même du coup mon petit billet sur Pato Howard pour une simple raison, c'est que si le garçon s'en sort bien, on l'aura peut-être un jour en F1 chez McLaren. Parce que ça avait été évoqué aussi. Donc je trouve que le garçon est impressionnant. Les déceptions de la saison, on va pas tirer de bilan maintenant, mais j'ai quand même été très déçu par Vicky qui avait montré beaucoup de choses et qui s'est écroulé totalement. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Se demander, c'est sa blessure, tu sais, il s'était blessé. Et depuis qu'il est revenu, est au fond du trou. Moi aussi je comprends pas, c'est incroyable. Le contraste entre les 2 demi-saisons. Ça, c'est étonnant. Tout à fait. Bon, après, on pourra regretter. Certains diront que c'est pas mérité, mais je trouve qu'un qui a fait une bonne saison quand même, c'est un certain Scott McLaughlin. Corps top 10 ce week-end. Franchement, en toute honnêteté, en toute neutralité, parce que moi, j'ai pas d'affinité particulière pour McLaughlin. Je trouve que pour un gars qui débarque et qui fait pas comme Grosjean d'une monoplace à une monoplace, faut pas oublier qu'il vient du supercar qui est totalement différent. C'est propre, c'est respectable comme Alors, entrée en matière. J'espérais un peu plus de coups d'éclat. Ah oui. Mais c'est constant et c'est bien. Voilà, ça. On va dire, voilà, c'est bon, pas un top 5 un peu moins flamboyant. C'est un top 15 constant et c'est bien. Voilà, c'est ça. Non, c'est évident qu'il prend ses marques, que ça se stabilise dans un bon niveau par rapport à ses coéquipiers.
Là où un Simon, bah, on l'a suffisamment dit, hélas, n'y est pas cette année. Non. Un Power n'y est pas du tout. Non. Et il y a que Newgarden qui sauve les meubles chez Penske. Mais vrai. derrière, bah, le McLaughlin, il est peut-être même meilleur finalement, même que les deux autres. Donc non, très bien. Bon, bah écoute, on tirera le bilan après Long Beach. On se retrouvera pour parler un petit peu de cette saison et on connaîtra d'ici quelques semaines le champion IndyCar. On va conclure cette partie. Ça fait 1 heure, mon cher LFV, que nous discutons. Oula. Parce qu'en même temps, il y avait matière, comme on dit. Mm. Et on va agiter le drapeau à damier. 3e et dernière section dédiée au super tourisme, le supercars et le BTCC. Au programme, c'est parti. Alors, je vais me permettre de me tourner vers la Bible du Supercars, monsieur LFV. Tu as quelques news à nous communiquer sur ce beau monde qu'est l'Australie sous Covid. Oui. Comme toujours, les news du Supercars. Mais on va faire vite parce qu'effectivement, là, on s'est bien étalé aujourd'hui. Bon, écoute, la manche de Phillip Island a été annulée, donc ça continue évidemment C'est terrible. Ouais. Donc on est toujours à des suppositions pour essayer de placer 2 ou 3 meetings avant la fin de l'année. On est quoi là? On est fin octobre, il n'y a plus rien avant dans un mois là. Non. Phillip Island, ça devait être le suivre après Winton. Winton, c'est début Winton octobre. Qui était le 23 octobre, je pense. Non, le début octobre. Ah, pardon, ok. Ouais. Bon, c'est vrai que j'ai pas vérifié avant de te parler, mais Winton est maintenu, mais en revanche, après, il devait y avoir Phillip Island, ça s'est annulé. Voilà. Donc, on essaierait de le remplacer à Sydney Motorsport Park, qui est paradoxal vu que c'est l'État le plus touché par le Covid. Bon, mais le fait est que c'est plus facile pour... Bon, et on en est toujours à cette idée de sauver la saison par la dernière course à Bathurst, début décembre. Mais comme tu vois, c'est pas simple. Non, au niveau des transferts, il y a eu 2 news cette semaine. Et c'est vrai que c'est important. Nick Percat a annoncé qu'il quittait Brad Jones. Bon, Brad Jones, c'est une équipe un peu familiale, un peu de milieu de tableau du Supercars, mais qui fait partie des meubles. Donc une équipe pour laquelle on a de l'affection, on va dire ça. Et Nick Percat, c'est un pilote qui avait crevé l'écran il y a une dizaine d'années en gagnant Bathurst, un peu à la surprise générale, en étant un peu un deuxième pilote à ce moment-là. Mais depuis, c'est un pilote usuel et habituel du Supercars, il n'y a pas de problème, hein, il est très rapide, il a gagné 4 courses dans sa carrière. Et donc, il quitte Brad Jones pour effectivement, manifestement, répondre aux sirènes de Walkinshaw United. Et quand je te dis United, bah, tu sais que c'est aussi McLaren un peu qui est derrière, enfin c'est Zak Brown. Donc bref, il y a une montée en puissance de cette équipe, c'est incontestable. De toute façon, Zak Brown, il monte en puissance partout. McLaren en F1, McLaren en IndyCar et en ELMS. Et Walkinshaw, voilà. Et donc, bon, bah, ça sera une paire Chaz Mostert et Nick Percat qui se dessinent chez Walkinshaw Andretti United. Et ça, honnêtement, c'est très solide. Ça, c'est un transfert, tu vois, important. Mais d'autant plus inattendu que en milieu d'année, les deux avaient, Brad Jones, je veux dire, et Nick Percat avaient dit on continue pour plusieurs années. Eh ben non, tu vois que la silly season, elle peut rebondir. Et dans le même temps, eh bien, pour succéder à Nick Percat, on a appris que André Heimgartner, ça te dit peut-être un petit peu quelque chose quand même. Ça dit quelque chose en Porsche Cup de mémoire, mais je suis pas sûr. Ah ouais? En Porsche? Non, je suis pas sûr. Je me trompe peut-être. Non, tu te trompes. Ouais. En tout cas, Heimgartner était un pilote Supercars, le pilote, on va dire numéro 1 de l'équipe Kelly. Ces dernières années, et l'équipe Kelly s'est associée cette année avec un autre actionnaire, on va dire, qui s'appelle Grove, donc maintenant c'est l'équipe Kelly Grove. Eh bien, Heimgartner, qui stagnait depuis quelques mois, là c'est vrai, les résultats n'étaient pas terribles, enfin bref, va quitter donc l'équipe Kelly Grove et va donc rejoindre Brad Jones Racing en lieu et place de Nick Percat. Donc tu vois, il y a une petite partie d'échecs. Et donc, bah, ça occupe, on va dire, sachant qu'il n'y a pas de course en Supercars, ça occupe tout le monde. Sachant que la dernière news dont on parlera peut-être en fin d'année, c'est qu'effectivement, il va y avoir un nouveau propriétaire du Supercars. Qui va, parce que le fonds de pension un peu américain qui était propriétaire va revendre ses parts, enfin bref. Et donc, ce serait une équipe menée par Mark Skaife, l'ancienne légende du Supercars, devenu depuis un commentateur évidemment emblématique, parce que de toute façon, Mark Skaife, je te le dis, entre nous, c'est peut-être le pilote le plus intelligent que j'ai jamais rencontré. Quand je dis intelligent, je veux dire où tu vois que le mec, ça sait bien parler, ça analyse magnifiquement, ça parle d'une manière déjà comme un patron. Le mec a tout compris. Il y en a, quand on les interviews, Maxime, t'as déjà toi aussi expérimenté ça, il y en a, ils sortent du lot. Mark Skaife, quand tu
l'interview pour la première fois et que tu l'écoutes ensuite dans son parcours, ce mec il est au-dessus du lot. Bon bah qu'il soit le futur patron du Supercars, voilà, ça n'étonnera personne. Le mec c'était le meilleur pilote, bah il deviendra le patron de la discipline parce que c'est évident qu'il a un bagage intellectuel et d'aura exceptionnel. Mais c'est pas encore annoncé, on verra ça dans l'hiver. Donc voilà le Supercars où on en est, il se passe toujours quelque chose, tu vois, mais le fait est que ce qui nous manque le plus, bah, c'est les courses, voilà. Mais c'est un peu là l'essentiel, mais bon, on espère les retrouver d'ici quelques jours, quelques semaines. Merci beaucoup pour ce petit point. Moi, je vais te parler vite fait de BTCC, parce que c'est vrai qu'on avait un peu mis de côté le tourisme dans cette émission, en tout cas le tourisme hors Australie, avec le WTCR et le BTCC. Un petit point quand même avant la fin de saison, parce que, eh bien, elle est assez exceptionnelle cette année, avec la chute des entités connues, des légendes, et la chute surtout des usines, hein, puisque que ce soit Toyota, BMW, Honda, non officiels et les autres, eh bien on perd un petit peu tête pour des équipes privées, puisque devant c'est Ash Sutton, champion qui domine toujours avec la Infiniti, hein, cette Infiniti qui fonctionne particulièrement bien, 4 succès cette saison, il est en tête du championnat avec 210 points, devant Ingram qui lui avec la Hyundai a parfaitement réussi à faire la transition avec la Toyota, donc la Hyundai qui fonctionne particulièrement bien, qui est une voiture qui existe aussi avec une autre configuration, championnat du monde, hein, puisque la i30 a été remplacée en WTCR par la nouvelle version, hein, cette nouvelle i30 en 3 volumes, qui fonctionne plutôt bien, donc 3 succès pour lui, tout comme Cook qui lui a gagné 3 courses cette année et qui a gagné 3 fois à Truxton, c'est-à-dire que à la première manche, il gagne les 2 premières, et on y est revenu ce dernier week-end ici, et il a gagné la première manche du week-end, toujours sur le sec. Gros changement ce week-end à Truxton, puisqu'on a eu du public, ce qui n'était pas le cas en début de saison, donc ça a mis un peu plus d'ambiance sur, le circuit de Truxton, c'est un champ, hein, c'est un gros ovale, il y a 2 chicanes, mais globalement c'est très plat et c'est assez vite, donc voir du public autour de la piste, ça nous a fait du bien. On retrouve ensuite Hill qui est 4ème avec la Focus, qui est une voiture totalement indépendante mais qui marche bien, et on trouve en 5ème place Turkington, qui n'a gagné que 2 courses cette saison, qui est la meilleure des BMW usines et qui se retrouve très loin. Alors derrière on a aussi Adam Morgan avec une BMW, ensuite on a Rory Butcher avec la Toyota qui cette année est une Toyota Gazoo UK vraiment officielle, donc, et la Civic de Robotham est derrière, donc vraiment toutes les Shedden et Proctor aussi, toutes les entités habituelles en tête en BTCC qui parfois étaient bousculées par le team, voilà, il y a eu PureTech avec Andrew Jordan, puis il y a eu c'est Sutton qui avec Subaru est venu aussi un petit peu changer la donne, et finalement cette année la Infiniti elle fonctionne très bien, et je vois mal Sutton perdre le titre. Alors Ingram pourrait éventuellement aller le chercher avec la Hyundai, mais quoi qu'il arrive ce serait une équipe privée, une équipe extérieure à des usines semi-assumées, qui ferait un petit peu le spectacle. Alors, lors de la dernière course ici à Thruxton, il y a donc une victoire de Cook, de Sutton et d'Adam Morgan. Au niveau du classement, c'est très serré derrière, c'est-à-dire que si je reprends le classement, on va dire qu'entre la 4ème et la 10ème place, il y a peut-être 20 points, enfin c'est hallucinant parce qu'il y a énormément de points distribués en BTCC. Donc une saison très ouverte, très disputée, pas de grands accidents, pas de grands moments, mais des grosses bagarres, c'est très fair-play, c'est très musclé parce qu'on ne changera pas l'ADN du BTCC, mais c'est une saison qui est très agréable. On a eu un week-end à No-Kill où il a fait une pluie dégueulasse, c'était immonde, il faisait vraiment à l'anglaise, tu vois, genre les gouttes qui font la taille d'un point, c'était terrible. On a eu des coups de portière, des bagarres, mais très fair-play. On a le team Broadley qui a pu se mettre en avant. On a eu des pilotes qui ont pu reprendre l'avantage grâce aux conditions. C'est le cas de Turkington qui gagne sa 2ème course sous la pluie avec la BM, parce que la BM qui est une propulsion par rapport aux autres démarre mieux. Sous la pluie c'est un peu plus gérable parfois. Bon, voilà, tout ça joue en fait en BTCC, et c'est vrai que voilà, on a eu quand même un total de 7 vainqueurs, 8 vainqueurs différents cette année, 8 vainqueurs pour le moment, c'est quand même pas mal par rapport à la moyenne habituelle qui est d'une dizaine de vainqueurs sur 30 courses. On va voir ce que nous réserve la fin de saison, on a encore donc 4 meetings, puisqu'on a toujours 10 meetings sur l'année, un total de 30 courses. Le prochain, ce sera le circuit de Croft, qui est très sympa, un petit circuit un peu technique. Silverstone en version nationale en fin septembre. Et ensuite, eh bien, Donington, bien sûr. Et on finira la saison, comme d'habitude, à Brands Hatch avec la version Indy, la version courte, qui est toujours le théâtre de... La version Grand Prix, pardon, qui est toujours le théâtre de conclusion exceptionnelle dans ce championnat. Donc franchement, allez mater le BTCC si vous avez la possibilité, parce que c'est très compliqué de le voir hors Angleterre. Mais un championnat très ouvert, et on a hâte de voir si cette année Sutton va de nouveau montrer que c'est un des patrons de la décennie littéralement après ses titres obtenus avec d'autres marques. Donc voilà, BMW est en difficulté, c'est le cas aussi donc pour Toyota avec la nouvelle Corolla, c'est le cas aussi donc pour les anciennes Honda, etc. Donc les gros pontes de la discipline sont en train de se faire un petit peu chambouler, et ça fait du bien. Voilà. Le point sur le
BTCC. Écoute, on va se laisser là, mon cher oui. LFB. Et dans 15 jours, je me faisais la réflexion, on pourra parler du Grand Prix de Russie, donc la F1... Ça ira très vite, ça ira plus vite que cette semaine, rassurez-vous. Voilà. Et la conclusion de l'IndyCar, donc déjà on aura deux beaux rendez-vous à l'intérieur de notre émission Green White Checker, dont la saison 2 donc a commencé et on aura peut-être même magnifiquement. Est-ce qu'on aura déjà la Finlande le 1er 3 octobre? Non, ce sera juste après, juste avant la Finlande. Ouais, ce sera aux alentours du 22 septembre. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast, 3e épisode donc de la 2e saison. Merci à LFB de nous avoir apporté ses anecdotes, son expérience et ses avis tranchés. Vous voyez qu'on n'est pas toujours d'accord, c'est un peu le principe aussi de ces débats sur Green White Checker. On vous rappelle que vous pourrez retrouver cet épisode et tous les anciens sur les 2 chaînes YouTube qui sont celles de l'Afterlap pour LFB et Maxoul Pilote pour moi. Elles s'affichent en dessous de nos écrans respectifs. Si vous voulez interagir avec nous, les commentaires sont là. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et nous voir également sur Motor Racing TV notamment. Le podcast audio, c'est toujours dispo aussi sur les différentes plateformes et ça c'est LFB qui s'en charge pour vous. Merci mon cher Laurent Frédéric, on se retrouve très vite donc pour le 4e épisode et il y aura encore à mon avis pas mal de choses à dire. On espère qu'on aura peut-être avancé un petit peu en supercars, on verra un petit peu où on en sera d'ici là. Merci à toi. Merci Maxime, porte-toi bien et puis donc on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Green White Checker. Merci à tous. À dans 15 jours, salut.